Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue dans le 22h. Donc voici les principaux titres. Marche pacifique des femmes du Front National de Défense de la Constitution ce mardi à Conakry, de Bambeto à l'héliport de la Bellevue. Elles ont dénoncé les violences meurtrières enregistrées lors des récentes manifestations. Le cri de cœur de ces femmes, c'est dans cette édition d'information. Présentation de la mouture du projet de convention collective des journalistes. Le document, qui fait plus de 50 articles, une fois validé, servira de boussole pour les professionnels des médias en Guinée. Et puis les manifestants anti-gouvernementaux irakiens réagissent aux manifestations violentes qui ont éclaté en Iran après l'annonce d'une hausse du prix de l'essence. Bienvenue encore une fois. De blanc, vêtues, pancartes en main, elles ont marché ce mardi pour crier leur ras-le-bol face aux violences meurtrières enregistrées lors des récentes manifestations anti-troisième mandat. Les femmes du FNDC, membres des partis politiques et des organisations de la société civile affiliées, entendent par cet acte exiger de l'État la justice pour les familles endeuillées et plus de responsabilité dans la conduite des forces de l'ordre sur le terrain de maintien de l'ordre. Elles ont aussi eu une pensée pour les leaders du FNDC en prison depuis plus d'un mois. Alceni Bari, Lamine Silla était sur le pas de ces femmes. Elle a perdu son ami et vient nous rendre un dernier hommage à travers cette marche blanche. Les larmes aux yeux, le souvenir d'un être cher, elle interpelle. C'est mon meilleur ami. Le voir partir comme ça, franchement, au fond de moi, ça me dérange. Le professeur Alpha Condé, s'il te plaît, épargne nos amis maintenant, épargne nos frères, épargne-nous, pardon. Franchement, on souffre, au fond de nous, on pleure. J'en ai marre de ces pleurs maintenant. La tenue blanche, c'est la paix. Le foulard rouge, le sang des victimes. Le balai contre les mauvais esprits. Bambeto, point de ralliement, destination, Bellevue. Le message est clair. Imagine, ça fait 2 semaines, il y a eu 22 morts. Est-ce que ça c'est normal? Chaque jour on fait le marche. Le président n'a rien dit, il n'a jamais dit. Il n'a même pas dit aux condoléances à toutes les victimes. On a 8 corps couchés dans nos morgues qui attendent d'être enterrés. On tue dans tous les sens. On tue à la maison, on tue dans la rue, on tue dans les concessions, on tue même dans les toilettes et on tire sur les cortèges funèbres. Dans cette marche, les forces de l'ordre sont derrière. Ce sont les agents de sécurité des différents partis politiques qui encadrent le mouvement. Ces femmes exigent entre autres une commission d'enquête internationale et la libération des membres du FNDC. On demande à ce que soit mise en place une commission d'enquête internationale de manière à faire la lumière sur tous les cas de violation grave des droits de l'homme enregistrés dans ce pays. Ça part des victimes des manifestations politiques, mais également des manifestations syndicales. À la Bellevue, les femmes prient. 2 rakats, des coups de balai, l'ambiance est festive. Les forces de l'ordre derrière. 14h, tout est terminé. Globalement, aucun incident signalé. Marche pacifique des femmes du FNDC aux États-Unis, au pays de l'oncle Sam. Les femmes du Front National de Défense de la Constitution étaient aussi dans la rue pour la même cause. Lundi, de la représentation diplomatique de la Guinée à New York jusqu'au siège des Nations Unies, ces Guinéennes accompagnées par des femmes d'origine africaine, toutes touchées par les soubresauts politiques de la Guinée, ont exigé que lumière soit faite sur les cas de mort enregistrés au cours des manifestations politiques. Les images que vous suivez ont été réalisées par Ouma Bari, qui a d'ailleurs recueilli quelques propos, dont celui de la fille d'Abdraman Sano, leader du FNDC, actuellement en prison. Oui, je me sens bien, je suis fière de mon père, je suis fière des leaders du FNDC, je suis encore plus fière du peuple de Guinée. On a vu ce qui s'est passé le 14, on a vu ce qui s'est passé le 7. Les gens continuent à sortir massivement, à persister. Et franchement, en tout cas, à mon existence, c'est la première fois dans l'histoire de la Guinée où le peuple se ressemble tous
derrière un mouvement pareil. Je connais bien Bambeto, je connais bien les familles de Bambeto. Donc c'est pour cela je ne peux pas être indifférente quand il y a les tueries qui se passent, pas seulement à Conakry, mais sur l'axe de Hamdallah. Donc c'est pour cela que je suis ici. Les propos recueillis donc par Oumar Bari. Le président Alpha Condé, dans sa récente visite en Zérekoré, a émis des doutes sur la responsabilité des forces de l'ordre dans les tueries commises sur l'axe Le Prince. Une prise d'opposition qui passe mal au sein de l'opposition guinéenne. Dr Faya Milimono revient sur cette déclaration du chef de l'État. Il est au micro de Mohamed Valek-Touré et d'Ibrahima Sorissoba. Aux pratiques anciennes où il dilapidait des forces de l'État. Alpha Condé, dans un discours prononcé ce week-end à Zérekoré, accuse l'opposition guinéenne d'être à la base de toutes les tueries dans des manifestations politiques. Il y a des gens qui n'hésitent pas à tirer sur les gens pour accuser nos forces armées. C'est pourquoi désormais, nous n'accepterons plus dans tous les pays. Quand il y a un mort dans la rue, on fait une ceinture autour et on permet à la police judiciaire de venir faire les constats. Une sortie qui ne laisse pas indifférents certains membres de l'opposition guinéenne, notamment Faya Milimono. Il a bien voulu analyser les dires du chef de l'État qu'il trouve vides de sens. S'il tient, il continue à mettre le pied sur l'accélérateur, il sortira par la petite porte. Nous n'aimerions pas cela. Comment peut-on mettre sur la balance celui qui exerce un droit constitutionnel et celui qui commet un crime? En dehors des canets au sujet de la Constitution, Faya Milimono estime que des forces de l'ordre sont à la base des tueries. Dans le même discours, Alpha Condé voit de Guinée et dit avoir la crainte de laisser le pays dans les mains d'un clan qu'il qualifie de bandit. Le président de la République parle de bandit. Je ne sais pas qui il appelle bandit. S'il veut dire que le prochain président de la République doit être quelqu'un qui doit donner une nouvelle direction à notre pays, qui doit créer la rupture dans notre pays, eh bien, je serai d'accord avec lui. Selon Faya Milimono, aucune disposition de la Constitution ne permet au chef de l'État de briguer un nouveau mandat en 2020 et estime que la population guinéenne ne l'attendrait pas de cette oreille. Changeons de registre à présent. Plusieurs carrefours de Conakry sont en reconstruction depuis près de 2 mois. Le bitume est remplacé à ces endroits par du béton armé et hydraulique. Ce lundi, le département des travaux publics était sur le terrain pour constater l'état d'avancement des tâches. Mamadou Kalisso, Correa Bokourma. La reconstruction en béton armé et hydraulique de nombreux carrefours de Conakry se poursuit. Cette méthode est pratiquée dans certains pays ouest-africains. Ceci en raison de sa résistance à l'eau, à la chaleur et aux produits pétroliers. Il coûte moins cher par rapport au goudron. Bien fait, ce béton peut durer plusieurs décennies. Donc c'est un béton qui mesure 35 cm d'épaisseur, donc 10 cm de béton de propriété et 25 cm de béton de roulement. Mais l'avantage aussi des routes en béton, c'est quoi? C'est une route qui résiste devant l'eau, la chaleur, les produits chimiques. Tout ça, c'est une route qui résiste par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle on a préféré les routes en béton par rapport aux routes en bitume. Nous, ici, ce qu'on passe, c'est au moins 50 ans. Plusieurs chantiers sont ouverts simultanément sur la route Le Prince et l'autoroute Fidel Castro. Cela crée d'énormes embouteillages. Ces citoyens s'en plaignent. Actuellement, vous voyez qu'il y a du mal à circuler. Les usagers n'arrivent pas à vaguer à leur occupation. Donc du coup, vous constatez les embouteillages. Donc c'est encombrant au fait. Dans le cadre de l'aménagement des voiries de Conakry, fluidifier la circulation, une route secondaire de 5 km 100 sera réalisée. Elle va relier la transversale 3 à la T5. Elle doit comporter des accotements, des caniveaux, des dallos, des places de stationnement et l'éclairage public. Pour permettre justement de prendre en compte le trafic important que nous avons déjà sur les 2 routes et la route va être construite au nombre requis et en fonction du gabarit et de la charge que nous avons déjà sur les 2 tronçons. Les études de faisabilité de cette voie doivent être validées avant le début du terrassement. Ces différents travaux coûtent près de 250 milliards de francs guinéens aux contribuables.
Restons avec les travaux publics et posons-nous cette question. Quelle est l'utilité des murets érigés dans les différents marchés de Conakry? Malheureusement, pas à grand-chose au regard de l'usage que les citoyens en font. Ils sont quasiment envahis de nos jours par des vendeuses. De cette occupation anarchique se greffent les bouchons sous le regard impuissant des policiers. Une situation qui dépasse aussi les administrateurs des marchés. Djibril Ba, Ibrahim Mansouri, Camara ont fait le tour dans certains marchés de Conakry. Marché Anta, l'un des endroits les plus ambiants et propices aux négoces à Conakry. Toutefois, le lieu est aménagé à l'aide des murettes pour ne plus que les vendeuses et marchands ambulants occupent la chaussée. Aujourd'hui, la réalité est contraste. Les femmes assises à leur guise attendent des clients. Nous sommes là, ce n'est pas parce que nous voulons être là. On n'a pas de place. Il y a certaines qui disent qu'il y a la place dans le marché. Non, il n'y a pas de place. Tu ne sauras pas, c'est quand tu vas rentrer dans le marché, c'est en ce moment que tu sauras qu'il n'y a pas de place. Moi, je travaille pour une entreprise. Vous voyez, donc, c'est là, la petite place là, elle n'est pas tellement occupante pour dire que oui, c'est ça qui empêche les gens de passer. Donc ça n'a pas de contenu. L'argument le plus avancé par ces vendeuses est le manque de place à l'intérieur du marché. Pourtant, l'occupation du lieu est source d'embouteillage et de risques d'accident. Si toi tu sens que ta vie même est en danger face à cette activité, moi de préférence, je préfère d'abord sauvegarder ma vie et que faire quoi que ce soit comme activité. Les piétons ont du mal à se frayer un chemin. Ils interpellent l'autorité pour trouver une alternative pour ces femmes. Si en Guinée, ici, je vois que c'est l'impunité. Parce que les gens font de n'importe quoi. Et il n'y a pas de loi pour sanctionner. Il faut bien sanctionner. Parce que être humain mérite, n'est-ce pas, et le respect. Les policiers nous disent qu'ils ne peuvent rien faire. La mairie de Matoto, saisie aussi sur cette préoccupation, nous rassure de libérer la chaussée dans un laps de temps. Le ministère des Mines et de la Géologie et la société de droit anglais Sycamore Mining ont signé un accord cadre ce mardi à Conakry. Il s'agit donc de l'exploitation des gisements de Kinyero dans la préfecture de Kouroussa. La société s'est engagée à investir jusqu'à hauteur de 35 millions de dollars. Notre reporter Abdoulaye Sadio Diallo était présent. Cet accord cadre signé mardi entre le département des mines et Sycamore Mining prévoit 4 points essentiels. D'abord, la société va effectuer une étude de faisabilité. Cet accord répond à la volonté et aux directives du président Alpha Condé en faveur de la relance de la mine de Kinyero. Nous y avons travaillé depuis quelques années pour trouver un investisseur qui a les capacités techniques, mais aussi et surtout les capacités financières, la volonté de relancer la mine. Donc aujourd'hui, Sycamore s'engage à produire une étude de faisabilité. En plus de cet engagement, Sycamore se conformera aussi au code minier guinéen. Dans l'immédiat, la société va investir 5 millions de dollars et ce montant sera plus tard multiplié pour atteindre 35 millions. Il s'engage déjà dès la semaine prochaine à être sur le terrain, à mettre très rapidement 5 millions de dollars sur le compte de la société, à investir au minimum 30 millions de dollars pour pouvoir porter l'actif en exploitation et procéder à une extension de capacité dans le futur. Donc cela est une excellente chose pour les populations de Kinyero. Pour la société, redévelopper la mine de Kinyero est une priorité et le tout se fera en harmonie avec la population locale. Kinyero was a very important mine for Guinea historically. Kinyero est une mine très importante pour la Guinée et historiquement un grand développement. We've come up with a plan to restart the mine in a short period of time. L'idée est de redévelopper cette mine le plus rapidement possible. And expand the previous operations to increase the amount of production, gold production for export. Et de redémarrer la mine et redémarrer le plus de production possible. Cet accord sera bénéfique à l'État et aux populations de Kouroussa à travers des créations d'emplois, conclut le ministre du Budget.
Un petit détour à Boké. La compagnie des bauxites de Guinée, CBG, le Centre d'études et de coopération internationale en abrégé ceci, s'engage dans un projet d'appui aux activités génératrices de revenus des différents groupements d'intérêt économique qui résident dans la zone d'exploitation. Cette initiative se situe dans le cadre du développement économique durable et inclusif dans les zones extractives. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales de Boké, Gawal et de Télémélé. Fonouma Kamara, Selifo Lifosissé. Le projet PAGR couvre 10 communes affectées par les activités de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG. Il s'agit des communes rurales de Kamsar, Kolaboui, Tanene, Sangaré, Bintimodia et la commune urbaine pour la préfecture de Boké. Darambanyaki et Misra pour la préfecture de Télémélé. La commune rurale de Wendimbourg au compte de la préfecture de Gawal. C'était la 4e revue aujourd'hui, après 2 ans de cette phase pilote. Donc je pense que vous avez vu les commentaires, l'objectif qui était d'avoir 50% d'augmentation de revenus à l'issue de la 2e année a été largement dépassé parce qu'aujourd'hui les chiffres qui ont été montrés par l'agence qui est chargée de la mise en œuvre, à savoir le CCI, nous parlent aujourd'hui de 114%. L'objectif du projet PAGR est d'améliorer les conditions socio-économiques des populations impactées par les travaux d'exploitation minière de la compagnie des bauxites de Guinée à travers le développement des AGR, activités génératrices de revenus. Au compte de l'année 2018, 48 groupements composés de femmes et d'hommes ont été formés et équipés par la CBG. Le PAGR est en train de changer de vie, en train de qualitativement changer la vie de nos bénéficiaires, qui sont les 48 GIE, majoritairement constitués de femmes et de jeunes. Les membres des GIE ont doublé, plus que doublé même, le revenu qu'ils avaient quand on commençait le projet, c'est-à-dire en 2017. Donc c'est un sentiment de fierté, c'est un travail collégial. Ce projet d'appui aux activités génératrices de revenus de la compagnie des bauxites de Guinée, piloté par le Centre d'études et de coopération internationale, a été vivement salué par les autorités locales de Boké. Il s'agit de l'appui que la CBG, la compagnie des bauxites de Guinée, apporte aux communautés impactées à travers un projet dénommé Appui, projet d'appui aux activités génératrices de revenus. Ce que la CBG fait, si toutes les sociétés faisaient pareil, eh bien, il y aurait moins de conflits, il aurait moins de difficultés. Le montant global de ce projet d'appui aux activités génératrices de revenus est de 3 749 347 $. La cérémonie a pris fin par la visite de terrain d'un bâtiment de fumage de poissons flambant neuf et une barque de 7,50 m de longueur. La mouture du projet de convention collective des journalistes a été présentée ce mardi aux professionnels de la presse. Le dit document comporte plus de 50 articles et servira désormais, après validation bien entendu, de boussole pour la pratique dans le métier. Mamadou Sadio Baldé, Alseni Kamara y était pour vous. Améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes, mais aussi protéger les patrons de médias et réglementer le secteur, c'est l'objet de la mise en place de cette convention collective. Donc cela étant, on s'attendait à ces critiques, justement c'était l'objectif de cette présentation pour que ces différentes préoccupations qui seront émises par les uns et les autres puissent être considérées à notre niveau, réactualisées et puis injectées dans la convention collective. Les patrons de presse sont dans la dynamique de la convention collective. Ils ont fait montre de leur bonne foi en appuyant sa rédaction. Une fois adoptée, il faut s'attendre à un grincement de dents, tant au niveau des promoteurs de médias que leurs employés. Je pense donc qu'il faut, comme le doyen Souleymane l'a dit, qu'il y ait une seule porte d'entrée, que ce soit la porte dégagée par l'entreprise de presse, mais si chaque journaliste est un percepteur, convenez avec moi que cette convention collective ne pourra pas être, elle pourra être conclue, signée, mais elle ne servira à rien et ce n'est pas tout notre souhait. Donc quand elle sera signée, les journalistes perdront beaucoup d'avantages indus, mais gagneront un salaire décent. Le secrétaire général du syndicat des médias privés nourrit un espoir quant à l'aboutissement des travaux entamés comparé il y a 20 mois.
Il salue la disponibilité de tous les acteurs et encourage la nouvelle génération à s'armer de courage. Des réussites dans la mesure où ça a suscité quand même beaucoup de débats dans la salle et l'intérêt même des patrons de presse. Et c'est ce que nous saluons d'ailleurs. Et c'est pourquoi la date du 17 décembre a été donnée pour encore revoir, pour encore relire ce travail qui a été fait par ce comité de rédaction. Le 17 décembre, tous vont se retrouver pour davantage discuter du contenu des textes proposés pour une éventuelle adoption. Ouverture ce mardi à Conakry d'un atelier national de partage des résultats de l'étude sur la fiscalité et la transparence budgétaire en Guinée. C'est une initiative de la plateforme des citoyens unis pour le développement, abrégé PECUD, grâce à un financement d'Osiwa. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de la mobilisation et de la sécurisation des recettes fiscales à travers l'analyse du budget. Idrissa Bari, Ibrahima Souma pour le compte-rendu. Amener les citoyens à contribuer aux efforts du gouvernement en matière de civisme fiscal et de la bonne gouvernance économique et financière, c'est dans ce cadre que la PECUD, en collaboration avec les cellules de veille citoyenne, a lancé ce projet. Le but est de susciter une meilleure collaboration entre l'État, le secteur privé et la société civile sur la problématique de la sécurisation des recettes, ainsi que de la rationalisation des dépenses publiques en vue de stimuler le climat des investissements. Cet atelier vise donc à partager avec les acteurs concernés les résultats de cette étude. C'est l'occasion pour nous de féliciter le gouvernement guinéen pour toutes les réformes institutionnelles engagées dans le cadre de la mobilisation des recettes fiscales en République de Guinée. Mais malgré cette volonté politique affichée, le système fiscal et budgétaire guinéen est confronté à d'énormes défis, notamment quant au constat sur les pratiques de gestion et la justice fiscale, et surtout sur la perception des contribuables, sur la transparence dans l'utilisation des recettes fiscales. Dans ce rapport, la société civile note des efforts majeurs, notamment la réforme du Code général des impôts, la réforme des finances publiques et le système douanier. Malgré ces avancées, beaucoup reste à faire et la contribution des ESC est plus que nécessaire, précise le représentant de Osiwa en Guinée. Il est important pour la PECUD et les autres OSC de s'intéresser aux questions des réformes fiscales pour aider les autorités à mobiliser et à sécuriser les ressources internes afin de faire face aux défis de développement et la lutte contre la pauvreté. Je voudrais vous inviter à examiner soigneusement les rapports qui feront l'objet de validation pendant ces 2 jours et d'apporter des contributions pertinentes afin qu'ils soient des outils de référence sur les questions de la fiscalité et la transparence budgétaire. L'étude dont le rapport fait objet de partage au cours de cette rencontre a été réalisée en 2018 par la plateforme des citoyens unis pour le développement en collaboration avec les cellules de veille citoyenne. Elle a couvert les 7 régions administratives et les communes de Conakry. Les rideaux sont tombés sur la 2e session ordinaire du Conseil économique et social ce mardi à Conakry. Plusieurs thèmes d'autosaisine, notamment la protection de la nature et la diversité culturelle dans l'espace francophone, ont été abordés par les conseillers. Les recommandations seront soumises à l'Assemblée nationale et au bureau exécutif. Ismaël Nabé, Mamadou Saliouba, Abdoulaye Kamara. C'est le 17 septembre dernier que cette 2e et dernière session de 2019 s'est ouverte. Après donc 2 mois d'intenses travaux, force est de reconnaître, selon la présidente de l'institution, que l'environnement est profondément menacé en Guinée. Après analyse, il s'avère que notre environnement est négativement impacté par nos méthodes d'exploitation des ressources naturelles. Prônant une meilleure gestion des ressources forestières dans le respect des normes environnementales, le Conseil économique et social s'est donc penché sur ce sujet de préoccupation nationale en vue de formuler des avis et des recommandations à l'attention de l'exécutif et du législatif. L'autre thème qui a attiré l'attention des conseillers, c'est la diversité culturelle dans l'espace francophone. Ce thème sera la thématique principale de la rencontre de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie. Le 4 décembre prochain, à l'occasion d'une assemblée générale élective, le Conseil économique et social de Guinée
sera porté à la présidence de cette organisation internationale pour la mandature 2019-2021. Le ministre en charge des relations avec les institutions républicaines a pour sa part rassuré quant à la prise en compte des recommandations issues de cette session. Nous sommes convaincus que toutes vos recommandations seront prises en compte par l'autorité compétente et particulièrement par M. le Président de la République pour la conduite de sa politique nationale. Le 4 décembre prochain, la Guinée va abriter la rencontre de l'UCESIF. Au terme, le pays occupera la présidence de cette organisation mondiale. Il ne suffit pas d'inscrire des enfants à l'école pour qu'ils bénéficient d'une meilleure formation. Ils ont besoin d'être entretenus et d'évoluer dans un environnement leur permettant d'étudier. Certains parents, d'ailleurs, en manque de moyens, préfèrent garder les enfants à la maison. C'est justement pour alléger la tâche aux parents que l'école primaire de Kénéndé a bénéficié ce lundi de l'assistance d'une entreprise locale de Dubreka en fourniture scolaire. Malik Sangiana Kamara. L'école primaire de Kénéndé Plateau 4 dans Dubreka a été construite en 2017 par une entreprise locale pour favoriser la scolarisation des enfants. Odava, en plus de cette réalisation, vient encore de faire un don de fournitures scolaires à cet établissement. Aujourd'hui, c'est avec fierté qu'on revient à cette école pour faire des dons de fournitures scolaires aux tout petits qui ont besoin d'aller étudier. Donc c'est une manière pour nous d'encourager et de participer au développement socio-économique du secteur. Des cahiers, des stylos, entre autres, chaque élève aura sa fourniture, se réjouit le directeur de cette école. Pour le directeur préfectoral de l'éducation, ce geste vient à point nommé. Ce don vient améliorer, n'est-ce pas, amoindrir d'abord la charge des parents d'élèves en matière d'octroi d'outils scolaires aux enfants, mais aussi participer à l'augmentation de l'effort que les enseignants peuvent fournir dans leur pratique d'enseignement en classe. Par ailleurs, cette école primaire composée de 3 salles de classe a besoin d'être clôturée et désenclavée. On a le manque d'eau, ensuite on a des animaux qui nous embêtent ici, ensuite la distance aussi du goudron jusqu'ici, vraiment les moyens de déplacement aussi nous manquent et le moyen de logement aussi, c'est des problèmes pour nous, ça nous manque. Donc tout ça là c'est les difficultés de l'école. L'entreprise donatrice de ces fournitures scolaires compte étendre ses actions en faveur des autres établissements de Dubreka. Hors du pays, les manifestants anti-gouvernementaux irakiens réagissent aux manifestations violentes qui ont éclaté en Iran après l'annonce d'une hausse du prix de l'essence. Des centaines de documents des renseignements iraniens ont fuité, relevant donc la vaste influence de l'Iran en Irak, où des manifestants dénoncent depuis plusieurs semaines l'incompétence de leurs dirigeants et l'ingérence, selon eux, de Téhéran dans les affaires de leur pays. En Irak, les manifestants réagissent aux émeutes iraniennes. Le gouvernement chiite de l'Irak est soutenu par Téhéran. La fuite des documents de service de renseignement révèle l'influence de Téhéran en Irak. وإيران جاي تتدخل بشؤوننا انطلقت الشرارة منا الإيران إن شاء الله إيران هم نريدها إن شاء الله جاي تتدخل بشؤوننا الدول ليش تتدخل وإحنا العراق عندنا سيادة إحنا نريد سيادة العراق ليه جاي تتدخل الدول إحنا نصنع قرارنا هاي الشباب كلها تصنع القرار نريد ما نريد هاي الحكومة إحنا وطننا إحنا والأحزاب هم نريدها تتدخل ويانا. اليوم الشعب العراقي نفس الشعب الإيراني اثنينهم يطالبون بالحقوق هم المسلوبة ضد أحكام جائرة من سياسيين فاشيين ما يمثلون ناس وطنيين يقودون زمام الصلب. Voilà donc comment prend fin, mesdames et messieurs, cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. À demain pour un autre point sur l'actualité. D'ici là, passez une agréable suite de programme sur Espace TV, la télé d'une autre planète.